Un bon médecin légiste, c'est celui qui voit tout. C'est un médecin passionné par son métier, qui respecte le droit, qui est passionné de vérité et qui est prudent. C'est quelqu'un d'une curiosité sans fin. Un bon médecin légiste, c'est un homme patient. La médecine légale, c'est l'art de répondre avec un discours médical à une question qui est posée par un magistrat. C'est tout ce que la médecine peut apporter aux questions légales, de droit, de responsabilité, mais aussi de dommages corporels, de criminalistique, d'aide sur les fixations de ces fameuses incapacités totales de travail chez les victimes, des déterminations d'une lésion, de la cause de la mort. C'est la médecine des situations de violence avec deux aspects, les morts, quand les violences ont été telles qu'elles sont arrivées à ça, et les vivants. Alors après, chaque légiste a un peu ses préférences. Il y en a qui aiment les morts et il y en a d'autres qui ont du mal avec les morts et préfèrent 100 fois les vivants. Moi, je préfère les morts. Il faut les faire parler. Les vivants, ils parlent tout seuls. Et puis souvent, ils vous mentent. Bon, les morts aussi, ils peuvent mentir, mais bon, c'est un peu plus difficile. Disons que j'aime bien faire parler le corps, oui, à partir des indices qu'on va trouver, à partir de petits détails qui peuvent apparaître insignifiants. C'est très agréable pour nous d'avoir des beaux corps. Et puis il y en a qui sont très laids. Et les corps morts, c'est comme un peu comme les vivants. Vous savez, vous avez des corps qui sont sympathiques et puis vous avez des corps dont vous ne pensez rien du tout parce que finalement ils vous sont indifférents. Et c'est très curieux parce qu'on a l'impression que les relations se perdurent encore pendant un petit moment, même après la mort. En matière de corps, on a tout. Il faut bien imaginer que, contrairement au médecin qui fait une autopsie scientifique pour trouver les causes médicales d'un décès, l'autopsie médico-légale, c'est après la percussion par un TGV où on va vous amener une quinzaine de sacs dans lesquels il y a différents morceaux. Ça peut être un corps qui a été carbonisé, ça peut être un corps qui a été dépecé et mis en morceaux, ou ça peut être un coup de colère d'un homme qui a poignardé sa compagne le soir du réveillon et vous avez une beauté sublime avec le couteau dans le cœur qui n'a aucune autre trace et vraiment il y a une petite pensée très brève pour se dire que quand même c'est un beau gâchis. Un bon légiste, je crois que c'est un médecin prudent qui a le souci permanent de l'erreur et de la possibilité qu'il a ou pas de faire condamner quelqu'un, parfois à de très lourdes peines. Et je pense qu'il faut être très imprégné de ce questionnement-là et de cette nécessité-là d'avancer à pas mesurés, d'affirmer que les choses dont on est absolument certain, de manière à pas envoyer en prison quelqu'un qui pourrait être innocent des charges qui pèsent contre lui, et sans doute aussi ne pas faire relâcher quelqu'un qui pourrait être coupable. C'est un exercice difficile, délicat, où il faut être, je pense, modeste. C'est vraiment le challenge de mettre tout ce qu'on sait au service de chaque cas pour essayer d'élucider le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'au lit de la personne, au lit du malade, au lit du défunt, il va falloir qu'on utilise tous nos sens, toutes nos connaissances pour pouvoir apporter une réponse. Donc l'observation.
Et puis l'analyse. Et l'analyse demande une distance, une capacité d'être en distanciation pour ne pas être submergé par ce que l'on peut voir, pour ne pas être influencé par les paroles d'une victime ou la brutalité d'une situation qui nous ferait devenir autre chose que nous devons être, c'est-à-dire des auxiliaires scientifiques pour pouvoir aider, pour pouvoir apporter des éléments pour une manifestation de la vérité. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une manière toujours très simple, finalement, de rendre plus limpide l'argumentaire. Il y a ce dont on est certain, il y a ce qui est impossible et ce qui est douteux. Et je pense qu'on peut toujours articuler son discours autour de ces 3 rubriques. Ce qui est certain, on peut l'affirmer sans trop douter. Ce qui est impossible, on peut aussi l'affirmer. Et puis il y a une zone tampon, une zone intermédiaire sur laquelle on peut émettre des hypothèses, des doutes, mais pas de certitude. J'ai découvert la médecine légale par un hasard, un heureux hasard, comme jeune interne, découvrant les urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu qui s'ouvraient. Une nouvelle aventure qui s'ouvre quand on est jeune interne, c'est assez formidable. Je voulais une médecine proche de l'urgence, je voulais une médecine encyclopédique où on apprenait beaucoup de choses, et c'était une période absolument passionnante, qui a coïncidé d'ailleurs avec l'arrivée des empreintes génétiques. Donc on entrait dans la science, on entrait dans une médecine. C'était une aventure formidable. Donc c'est par chance que j'ai découvert la médecine légale. Les circonstances ont fait que dans le service d'Anapat où j'étais, on m'a proposé un poste d'assistant en médecine légale. C'est comme ça que je suis orientée sur la médecine légale, et aussi parce que mon premier patron m'a dit: ma petite fille, pour vous, il faut absolument que vous travailliez sur la mort subite du nourrisson, parce que c'est de la pédiatrie et c'est de la médecine légale, et c'est très bien pour vous. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait à travailler sur la mort subite du nourrisson, donc mort inattendue de l'enfant, et qui est là aux confins de la médecine et de la justice, avec à chaque fois la question: est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce que c'est un bébé qu'on a aidé à mourir? Et quand on voit les bébés secouer un hématome sous-dural, les lésions du rachis que ça entraîne, les hémorragies rétiniennes, quand on sait la violence avec laquelle il faut secouer un bébé pour faire ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué, c'est douloureux, parce que on n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse avoir suffisamment de hargne pour malmener à ce point un bébé. Ma passion pour la médecine légale, elle remonte sans doute au début de mes études, avec le goût que j'avais au départ pour la chirurgie et la médecine en général. Alors j'ai fait psychiatrie pour des raisons multiples, mais j'ai sans doute eu envie de retrouver finalement l'espace médical peut-être un petit peu plus dur. Et puis je crois aussi la passion de participer à une rhétorique de vérité et de rigueur. Je trouve que l'intérêt de la médecine légale, c'est justement d'avoir à répondre de manière claire, nette, précise et argumentée à un questionnement, la plupart du temps d'ailleurs juridique, avec le souci toujours de la logique. Je trouve que la médecine, elle a parfois une dimension intuitive, alors que la médecine légale, pas du tout. Elle n'est pas intuitive, elle doit être logique, argumentée, cohérente et répondre à une interpellation dans l'espace du droit. Moi, c'est exclusivement un concours de circonstances, avec quand même une petite idée, un petit fil constant, qui était que quand j'étais jeune, je voulais être chercheur. Alors chercheur de quoi, je ne savais pas. Voilà. Et maintenant, je m'aperçois que je suis chercheur d'une certaine vérité, chercheur des causes de décès, chercheur des circonstances de la mort et chercheur de la vérité. J'ai eu la chance de pouvoir assister à beaucoup d'autopsies scientifiques pendant mes études comme externe, puisque lorsque je les ai faites, il était de règle de vérifier, c'était le terme que l'on avait, la cause du décès des malades. Et j'ai assisté
et c'est peut-être ça qui m'a donné cette envie d'aller plus loin vers la médecine légale, d'assister à de très nombreuses autopsies scientifiques réalisées par un anatomopathologiste pour pouvoir regarder la cause du décès naturel. Et puis j'ai retrouvé en médecine légale ces techniques d'autopsie pour pouvoir comprendre la cause d'un décès qui cette fois-ci était accidentel ou criminel et en tirer les éléments. Mais bien sûr, la première, celle où on porte le premier coup de bistouri soi-même, elle est particulièrement importante. Moi, je m'en souviens fort bien, elle est dans un amphithéâtre un peu à l'ancienne, avec des bancs disposés pour que les étudiants puissent regarder. Au fond, il y a une sorte de cuve avec la table d'autopsie au CHU de Rennes, et je vais autopsier une victime de noyade. C'est la première autopsie que j'ai faite. J'en garde véritablement un souvenir, parce que c'est la première fois qu'on me demande de rechercher une cause de décès, on me demande d'être celui qui va apporter une part de la vérité, et c'est un souvenir qui est inoubliable. Je me rappelle d'une affaire où j'ai compris pleinement à quoi servait la médecine légale. C'était une affaire à Agen. Il y avait eu un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble au 10e ou 11e étage, d'un immeuble connu des Agenais. Au départ, la gendarmerie m'appelle en me disant « Venez nous aider à trouver combien il y a de cadavres dans cet appartement-là ». Donc j'arrive, un peu essoufflé parce que les ascenseurs étaient en panne, et au 11e étage, on se rend compte de la nécessité d'avoir des ascenseurs dans un immeuble. J'arrive là et j'arrive à peu près assez vite à identifier le fait qu'il y avait 3 cadavres. Donc un adulte, 2 enfants. Je fais le tour de l'appartement, je vois un chien mort sous un lit d'une intoxication monocarbonée. Première question que je me pose, c'est comment se fait-il que le chien, lui, ait fui à l'endroit après le plus protégé, et que les humains, les gens qui étaient là, sont restés sur le lit. Puis il y a une deuxième chose qui commence à me préoccuper, c'est une scène très figée. Je vois un adulte, une femme, la maman probablement, 2 gamins de chaque côté, mais dans une espèce de positionnement très raide, un peu statufié, quelque chose qui commençait à me préoccuper très sérieusement. Donc il y avait des gens des pompes funèbres, je leur ai demandé de glisser une plaque sous les cadavres de manière à pas trop faire bouger tout ça, et à la mener dans le service de médecine légale où j'intervenais l'après-midi avec quelques collègues. Et très rapidement, après le début de l'autopsie, on a découvert, alors un cadavre carbonisé, donc inutile de dire que tout ça n'était pas en très bon état, et on découvre une magnifique plaie d'égorgement sur l'adulte, donc la maman, avec une plaie très marquée qui allait jusqu'à l'os, donc jusqu'au rachis cervical, avec une encoche sur le rachis cervical montrant quand même que l'auteur des faits n'y était pas allé de main morte. Et à partir de là, on a commencé à prévenir les enquêteurs en disant que c'était plus du tout un accident. Et les gamins, comme c'était un petit peu compliqué, qu'on voulait absolument se border, on les a envoyés au service de médecine légale de Bordeaux. Donc on avait terminé l'autopsie de la maman, et on avait confié donc à ce service-là l'autopsie des gamins qui, eux aussi d'ailleurs, avaient subi des plaies d'égorgement. Voilà. Et on a appris après que pour punir cette dame, l'auteur des faits avait égorgé les 2 gamins devant ses yeux, et puis il avait égorgé elle, et puis avait positionné les corps sur le lit, et avait mis le feu à l'appartement pour dissimuler son forfait. Voilà une expertise qui m'a marqué, et je me rappelle du moment où on a vu la plaie d'égorgement, on s'est dit attention, là, les choses changent de nature, tout d'un coup. Et là on se sent très 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 utile vis-à-vis de l'élucidation de la vérité. En fait, une autopsie, elle commence pas par un corps sur une table. Une autopsie, elle commence souvent par une scène de crime ou par une scène de découverte de cadavres, mais dans un protocole très strict, c'est-à-dire en premier, ce sont les techniciens de la police scientifique qui font leurs investigations avec la tenue complète de cosmonaute ou de martien, ça ressemble un petit peu à ça. Et une fois qu'ils ont fait leur constatation, le médecin légiste est autorisé à pénétrer sur les lieux, s'habille également, mais toute la tenue complète, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse de nos propres indices sur une scène de crime.
Il y a eu des scènes de crime polluées par les gens qui faisaient les investigations, qui ont laissé leur ADN, et après ça devient très compliqué. Cette scène de crime, on va donc l'analyser sous l'angle de son environnement général. On va faire une petite visite de la maison, des environs immédiats, et puis après seulement on s'intéresse au corps. On va donc rechercher tout un tas de signes, certains qui vont nous aider à dater la mort, à donner une heure approximative de mort, quand c'est possible. D'autres signes, ça va être des traces sur les vêtements, des traces sur les zones cibles comme la tête, les mains, etc. Après, soit on va compléter l'examen sur place en déshabillant le corps, soit le plus souvent quand c'est criminel, cet ensemble va être mis dans la housse et va partir après à l'Institut de médecine légale. Une autopsie, ça se passe toujours de la même manière. Soit on a besoin de radiographie, on envoie le corps en radiographie ou au scanner avant l'autopsie. Sinon, l'autopsie débute toujours par examiner le corps, le regarder et faire les mensurations et puis l'inspecter pour noter les signes particuliers. On décrit d'abord les vêtements, parce que ça peut être extrêmement important. Et puis on décrit tout ce qui peut être visible, donc en règle générale sur le revêtement cutané, les plaies, les ecchymoses, les contusions, les blessures. Et donc il y a tout un inventaire extrêmement minutieux de tout ce qui peut être perçu comme ça au premier regard, donc sur la surface cutanée, donc avec la nécessité de regarder toujours de manière très systématique, de haut en bas, de droite à gauche, devant, derrière. Rien ne doit échapper normalement à ce premier regard. Et puis après, c'est l'ouverture du cadavre qui est la poursuite logique de l'autopsie. Il faut vous dire que si on peut faire ce travail, c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose. Sinon, c'est ingérable. Parce qu'une autopsie, c'est ignoble. Il faut le dire simplement, c'est ignoble. Ça rajoute une violence extrême à ce qui a déjà été fait au corps. Puisque finalement, ça revient à le découper en petits morceaux. On ne peut pas refuser d'être autopsié quand c'est une procédure judiciaire. Ça, c'est le seul cas où on peut absolument rien dire, même si on s'y est opposé de son vivant en s'inscrivant sur le registre des refus, ça ne tient pas. C'est la justice qui a le dernier mot. L'autopsie, c'est, selon le terme même, regarder à l'intérieur, se regarder soi-même. C'est une intervention post-mortem. Une intervention, je veux dire qu'on a une préparation de cet acte qui va être un acte chirurgical, dans le sens où il va falloir faire des incisions, il va falloir retirer des organes, il va falloir découper plan par plan pour pouvoir bien analyser. Et cela doit se faire avec une rigueur chirurgicale. Bien sûr, il n'y a pas l'asepsie, bien sûr, il n'y a pas l'anesthésie qui se surajoute. Mais il n'empêche que tout doit être fait de façon très méthodique. Il n'y a pas de règle stricte, mais c'est vrai que, disons qu'en France, on fait plutôt une incision verticale. Ceci dit, d'autres types d'incisions ont été développés. Par exemple, un Égyptien a décrit une espèce d'incision en S qui part d'une hanche, va à l'autre hanche, remonte sur le flanc, passe sur les épaules, d'une épaule va à l'autre épaule et revient sur le cou pour passer sous la mandibule. Et ça ouvre le corps comme ceci. C'est comme un espèce de livre. Et c'est une incision qui est extrêmement intéressante pour les patients qu'on autopsie dans le cadre d'obésité morbide. L'obésité morbide, c'est des épaisseurs de graisse qui peuvent être colossales. Quand vous faites une incision médiane, vous êtes au fond d'un puits, vous ne voyez rien, enfin, la graisse gêne considérablement. Et avec cette technique, en fait, on a tout le volet graisseux qui part sur le côté, et c'est presque émouvant de voir à l'intérieur d'une quantité de graisse phénoménale un corps finalement normal, qui vous paraît tout petit,
tellement il était monstrueux de l'extérieur. J'ai fait ça sur un patient qui pesait, c'était 230 kg pour 1,50 m. Donc on était à plus de 80 d'indice de masse corporelle. Ça permettait de faciliter considérablement également le travail de restauration des agents, parce qu'ils n'étaient pas à essayer de tirer sur la graisse pour la remettre en place. Et donc il faut une liberté d'esprit vis-à-vis du classicisme qu'on nous a enseigné au départ. L'odeur, c'est vraiment la chose qui peut déranger, mais quand on entre en salle d'autopsie, ça sent rien, ou ça sent un petit peu si on a des corps putréfiés. Et puis le nez va s'habituer. Vous savez, quand vous mettez du parfum, au bout d'un moment, si vous mettez toujours le même parfum, vous ne le sentez plus. Et il faut que quelqu'un vous dise « Oh, tu sens bon » pour que vous vous rendiez compte que vous sentez encore, alors que votre nez s'est habitué. Donc le nez s'habitue à l'odeur. Mais une odeur qui est persistante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne va plus être notée. Ah si, on la sent l'odeur. Alors effectivement, le baume du tigre là sous les narines, bon, je crois qu'aucun légiste ne le fait. Alors quelquefois ceux qui assistent, enquêteurs ou autres. Écoutez, moi j'avais ma technique qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire de me saturer les narines de l'odeur de putréfaction jusqu'à ce que voilà, ça occupe mon espace. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. J'ai le souvenir d'un brave garçon qui nous a assistés pendant des années, et un beau jour, il est arrivé à son point de saturation et il s'est mis à vomir à chaque fois qu'il y avait un cadavre putréfié. Il avait atteint son niveau je crois, de saturation olfactive, je pense, parce que c'est pas simple, hein. Une fois de plus, là, c'est une réalité. Un réel de la mort là, qui est pas du tout évident, du tout, à supporter. Voilà. Mais une fois de plus, je pense que ce qui vous conduit, c'est la nécessité de faire le job, de faire le travail. Hein. On n'a pas le droit de se laisser déborder par le dégoût, les émotions. Non, il y a un job à faire, il faut le faire. Les corps arrivent avec leur cortège d'odeurs. Vous avez la fermentation des protéines qui vous donne une putréfaction qu'on appelle caséique, comme le caséum, c'est-à-dire comme ce qu'il y a dans le lait qui permet de faire le fromage. Alors, ça ne sent pas le lait, un corps qui se décompose. Ça peut sentir le fromage. Et il y a des fois, l'odeur est tellement forte que quand j'arrive dans le couloir qui donne sur les salles d'autopsie, 10 mètres avant, j'ai déjà la perception. Et là, la seule chance de salut, pour moi, c'est de penser à l'excellence de l'époisse, ce fromage absolument somptueux, sur une tartine légèrement tiède au coin du feu. Et donc il y a des façons de se rattraper sur les odeurs. Mais de temps en temps, vous êtes bloqué. Ça m'est arrivé d'être en vacances à Nice et qu'on me serve un plat typiquement niçois qui s'appelle le stockfish. Alors le stockfish, jadis, c'était du poisson qu'on mettait en barrique et qui partait dans l'arrière-pays niçois comme source de protéines. Et donc le serveur m'amène mon assiette de stockfish. Alors je regarde ça et je prends mon assiette, je ferme les yeux, je mets mon assiette sous mon nez et je hume. Et là, quand j'ai humé mon stockfish, j'ai vu devant mes yeux le cadavre du puits. C'était un monsieur qui avait été jeté dans un puits vivant, un puits de 40 mètres de profondeur, et qui avait passé 2 ans dans le puits. Alors il était mort bien évidemment au bout d'un certain temps, et il avait mijoté dans l'eau, à moitié couvert d'eau, mais pas complètement. Il dégageait une odeur absolument ignoble. Et donc au moment de ce repas, blam, je me retrouve avec ce corps que j'avais autopsié plus de 6 mois avant. Et là, mes copains me disent, ça va pas, tu trouves que ça sent pas bon? Alors bon, je sais me tenir, donc j'ai dit non, voilà, je vais goûter maintenant. J'ai pris ma fourchette, et là, j'ai mangé, et j'étais en train de bouffer mon cadavre, et c'était très désagréable. Le rapport à la mort des légistes, question compliquée. C'est une affaire complexe puisqu'elle va mêler de l'organicité et de la spiritualité. Moi, je suis très passionné par les questions de spiritualité.
Vous avez le cadavre qui se putréfie. Tout ça, ça vous renvoie à quelque chose de... Voilà, l'adage « sic transit gloria mundi ». Voilà la gloire du monde, voilà, où elle va. C'est-à-dire le cadavre, c'est-à-dire à la fois pas grand-chose, hein, quelque chose qui se délite, hein, qui part en morceaux. Ça peut être la vision la plus basico-basique. Et puis vient, mais évidemment, les interpellations sur, mais beaucoup plus spirituelles. Je ne suis pas sûr que la médecine légale ternisse définitivement le rapport à la spiritualité. Ça a forcément un retentissement. Mais je dois dire que ça ne me touche pas beaucoup parce que je suis extrêmement croyante. Et pour moi, un corps, c'est comme un manteau. Quand on rentre de dehors, on accroche son manteau au porte-manteau et puis on continue et on s'en occupe plus. Il est vrai que la mort ne me choque plus au sens de la réaction physique, mais il y a aussi d'autres raisons qui sont peut-être des raisons spirituelles où je peux mieux la comprendre et l'accepter, mais qui me sont propres. Pour moi, le corps, une fois que l'âme est partie, c'est comme un manteau, c'est une enveloppe. Et donc, on y fait attention parce qu'on sait que la personne qui l'habitait l'aimait beaucoup, mais ça ne va pas plus loin. Avant l'autopsie, c'est une personne. Pendant l'autopsie, c'est une personne, mais c'est aussi un objet d'étude. Et tous les moyens qui sont nécessaires doivent être pris pour trouver la vérité, c'est-à-dire les causes de mort et les circonstances. Ni plus ni moins. Ce qu'il faut, mais pas plus que ce qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, il n'y a pas de raison, par exemple, de faire des crevés, c'est-à-dire des grandes incisions à la recherche d'hématomes profonds. Il faut à chaque fois peser le geste qu'on va faire. Il n'y a pas de raison de prélever systématiquement le cerveau, siège des pensées. Il n'y a pas de raison de prélever systématiquement les yeux, siège du regard. Et le cœur, siège des sentiments. On a toute une symbolique, il faut la respecter. Il ne faut pas non plus être obnubilé par les protocoles, et parce qu'il y a des protocoles qui disent qu'il faut faire un échantillonnage de base de prélèvement de certains fragments d'organes, ça ne justifie pas de prélever systématiquement les cerveaux. Si vous avez un signe d'appel, il faut le faire. Si vous n'avez pas de signe d'appel, il n'y a pas de raison. Vous allez le disséquer, vous allez l'observer, vous allez le photographier, mais vous le remettrez dans la dépouille. Le corps est beaucoup plus beau après l'autopsie qu'avant. Parce qu'avant, on n'a pas le droit d'y toucher, donc il peut être sale, il est couvert de sang quelquefois, il est brut et très congestionné. Après l'autopsie, il va être vidé de son sang, les tissus vont prendre une couleur plus rose, toutes les plaies vont être suturées et il est vraiment regardable et présentable à la famille. On lui fera une toilette, on l'habillera, on lui fera un shampoing pour nettoyer les cheveux parce que souvent à la fin de l'autopsie c'est pas très propre. On peut faire un maquillage et on la présentera dans ses habits, dans son cercueil. Et il faut toujours présenter les victimes aux familles. Moi j'ai toujours accepté de rencontrer des familles qui le souhaitaient. Il faut être dans un exercice nuancé parce qu'il y a une instruction, il y a le secret de l'instruction. Il y a potentiellement une affaire criminelle qui peut émerger de cette affaire-là, donc c'est un exercice un peu délicat, voire un peu compliqué. On ne raconte pas tout, mais j'ai envie de dire c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare que les familles nous demandent. Vous savez, on a une certaine pudeur à ne pas tout raconter. La douleur des familles, c'est souvent très très frais. C'est suffisamment pénible déjà comme ça pour ne pas rentrer trop dans les détails quand même. Vous savez, l'humain, c'est toujours très ambivalent. Hein. Vous avez besoin de connaître la vérité, mais sans doute pas la totalité. Donc, voilà, vous savez, vous improvisez, vous essayez de raconter ce qui est racontable. Voilà. C'est une démarche que moi j'ai de principe, qui consiste à dire, quel que soit l'état du corps, si la famille veut le voir, elle pourra le voir, mais avant, je ferai une information. Avant, j'irai les voir, je leur expliquerai. Je suis toujours parti du principe qu'il fallait pouvoir montrer. Et un jour, j'ai comme ça accordé à une mère le fait qu'elle puisse serrer dans ses bras le corps de son fils.
qui avait navigué dans l'eau de la Vienne pendant 3 mois quand même, donc qui était dans un état épouvantable. Mais elle me disait, je pourrais jamais croire qu'il est mort si je le vois pas. Et donc on avait accepté. Et là, il faut être présent. Il ne s'agit pas de laisser les gens seuls avec le corps, et puis vous avez intérêt aussi à prévoir une aide médico-psychologique. Elle nous a servi à nous aussi. Et à un moment, vous êtes envahi par les émotions, puis à un moment, vous dites, je peux plus, quoi. Faut que j'arrête. Donc on va voir le psychiatre qui est à côté, ou la psychologue plutôt.